c'était un moment où on n'avait aucune étude thérapeutique sur la chloroquine qui était arrivée à son terme. Et pourtant, on posait la question aux Français, d'après vous, la chloroquine est-elle efficace contre le coronavirus? Et figurez-vous que les Français avaient un avis. 59% estimaient que oui, la chloroquine était efficace. Et il y avait seulement 21% des Français qui ne savaient pas, ce qui était pourtant la réponse la plus juste, puisque s'il n'y a pas d'études scientifiques pour prouver que la chloroquine est efficace, eh bien moi, mon avis compte de rien. Or, la période est grande de danger parce que différentes enquêtes d'opinion donnent à voir une grande défiance à l'égard des institutions et des sciences, et c'est particulièrement préoccupant. Alors, je pense à quelques sondages qui ont eu lieu assez récemment, en avril dernier en particulier, ce sondage conduit par l'IFOP. En gros, on a un tiers des Français seulement qui ont confiance, en gros, dans les institutions, les rouages de la démocratie institutionnelle. Je crois que la défiance à l'égard des discours scientifiques vient aussi de la défiance à l'égard des institutions. En fait, ça fonctionne ensemble puisque ça apparaît aussi comme un discours, potentiellement discours d'État, discours officiel, discours des élites qui sont aujourd'hui décrédibilisés et ce qui, du coup, crée un problème en chaîne parce que c'est les théories du complot qui peuvent avoir toute leur place ou alors des formes qui sont des formes injustes, fausses de rapport au réel et qui nous posent problème pour la démocratie. Inspirez, expirez. Bonjour les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal de mois, qui me trotte dans la tête parce que je ressens un malaise profond dans le rapport que nous avons avec le progrès, les sciences et la démocratie. Et je trouve que le président de la République, dans la façon dont il a abordé la question de la 5G, a mis le doigt en fait sur un problème majeur que rencontre notre démocratie aujourd'hui, c'est-à-dire une forme d'obscurantisme qui grandit et qui nous amène potentiellement dans le mur avec des confusions de notions qui me paraissent très grandes. Quand je parle d'obscurantisme chez Emmanuel Macron, comme je l'ai dit dans la question d'actualité que j'ai posée au gouvernement, je veux pointer le fait qu'il a éludé toute forme de débat sur la 5G, qui pourtant pose des questions sur l'impact environnemental, sur des enjeux géostratégiques, sur des questions sanitaires potentiellement aussi, ou encore sur les priorités que l'on donne dans le développement des nouvelles technologies. Et tout cela doit appartenir à la décision collective et non pas d'un espèce de ressort où il n'y aurait pas de débat, ce serait la fin de l'histoire d'une certaine manière. Et sonner la fin de l'histoire, comme l'a fait le président de la République en refusant, en réfutant le débat, c'est une manière tout simplement de nous mettre loin de toute logique, de toute rationalité et de tout processus démocratique. Or, la période est grande de danger parce que différentes enquêtes d'opinion donnent à voir une grande défiance à l'égard des institutions et des sciences, et c'est particulièrement préoccupant. Alors, je pense à quelques sondages qui ont eu lieu assez récemment, en avril dernier en particulier, ce sondage conduit par l'IFOP et qui demandait aux Français s'ils avaient confiance dans les institutions. Et le taux de très confiance ou plutôt confiance est particulièrement bas. Il est de 36% pour l'Union européenne, 34% vis-à-vis de l'institution présidentielle, 33% pour l'Assemblée nationale et 32% pour le gouvernement. Donc en gros, on a un tiers des Français seulement qui ont confiance en gros dans les institutions, les rouages de la démocratie institutionnelle. Et dans ce même sondage, qui est donc conduit par l'IFOP, mais en partenariat avec aussi l'Institut Jean Jaurès, il y a une question qui, moi, m'a abasourdie, en tout cas la réponse, et la question et la réponse. Le bon sens est souvent plus utile que les connaissances scientifiques, question posée aux Français. Eh bien, figurez-vous que 64% répondent que oui, le bon sens est souvent plus utile que les connaissances scientifiques. Donc ça, c'est très alarmant et je dois dire que pour ma part, il y a eu une question dans un sondage au tout début de la crise du Covid qui m'a vraiment interpellée parce qu'elle était, je l'avais lue dans le Parisien, et en fait c'était un moment où on n'avait aucune étude thérapeutique sur la chloroquine
qui était arrivé à son terme. Et pourtant, on posait la question aux Français, d'après vous, la chloroquine est-elle efficace contre le coronavirus? Et figurez-vous que les Français avaient un avis. 59% estimaient que oui, la chloroquine était efficace. Et il y avait seulement 21% des Français qui ne savaient pas, ce qui était pourtant la réponse la plus juste, puisque s'il n'y a pas d'études scientifiques pour prouver que la chloroquine est efficace, eh bien moi, mon avis compte de rien, puisque c'est une question scientifique. Et en revanche, ce qu'on savait, on savait de longue date que toutes les conditions étaient en réalité réunies pour qu'une pandémie de ce type arrive. Et ça, je dirais que les spécialistes à la fois de l'écologie scientifique, de virologie, en sciences sociales également, avaient en fait établi cette forte probabilité, comme le raconte d'ailleurs Arnaud Saint-Martin dans un petit livre que je vous recommande qui s'appelle Science, dans une collection qui est assez formidable chez Anna Mosa. Le mot est faible. Et justement, il évoque ça, il dit là, il faut écouter les scientifiques comme sur les enjeux de climat, puisqu'on sait que malheureusement, vous avez des présidents de la République comme Trump ou Bolsonaro qui contestent les données scientifiques sur le réchauffement climatique et qui en fait, dénient la notion même de vérité. Alors moi, ce que je voudrais, face à ça, tout simplement, c'est défendre la notion de progrès, la notion de données scientifiques, c'est-à-dire une forme de sacralisation des connaissances issues des sciences, et avec elles, la démocratie. C'est-à-dire que je pense que ces trois notions sont imbriquées, si l'on croit profondément à l'idée de république. Et d'ailleurs, quand la République a été édifiée, pensée avec les Lumières, eh bien, les enjeux de connaissance étaient liés à la possibilité même de la République. Et la raison, pour qui a lu Descartes en particulier, moi j'ai un souvenir précis de mes lectures quand j'étais jeune de Descartes, on voit bien qu'à chaque fois il s'agit d'étayer par de la rationalité contre les préjugés les faits et d'établir des vérités scientifiques. Alors c'est très complexe parce qu'on a des vérités scientifiques, je pense par exemple la Terre est plate ou le principe de la relativité sont des données qui sont de l'ordre de la vérité. On n'a pas un point de vue sur le sujet, c'est vérifié, expérimenté. Et donc là, il n'y a pas de débat sur ces vérités scientifiques. Il y a aussi dans les sciences sociales, moi je suis historienne de formation, je pense aux faits historiques, c'est-à-dire qu'il y a une part des faits qui sont là aussi attestés, avérés, et d'autres parts qui font partie du débat historiographique. Donc il y a toujours une tension évidemment entre la part du débat et la part de la vérité en tant que telle. Donc il faut un savant équilibre entre ce qui peut être établi comme vérité scientifique et ce qui relève bien sûr du débat. Et donc la science n'est pas un domaine hors sol qui n'a pas de contact avec la société, bien au contraire, il doit y avoir du débat démocratique, mais on voit bien que cette interaction est aujourd'hui profondément et dangereusement abîmée. Et je voudrais rappeler ce que dit Étienne Klein dans un petit tract chez Gallimard. Vous connaissez cette collection peut-être. Ça s'appelle Le goût du vrai. C'est tout à fait remarquable. Et il rappelle cette chose de façon très, très simple. Il dit « Une vérité scientifique n'est déclarée telle qu'à la suite d'un débat contradictoire ouvert conduisant à un consensus. » C'est-à-dire que précisément les données, elles sont discutées entre pairs. Et à partir du moment où il y a un consensus, on peut établir une forme de vérité, ce qui est le cas par exemple sur les enjeux du climat. Donc c'est très important de l'avoir en tête dans cet apport-là et en même temps de travailler, de rechercher la relation entre cet univers scientifique et le reste de la société parce qu'il reste du débat et que ces connaissances doivent être bien sûr interrogées, l'esprit critique doit être là, mais confronté à des rationalités et à de l'expérience qui valide ou non des faits objectivables. Et de ce point de vue, si la mécanique est dangereusement malmenée depuis un moment, et on en voit aujourd'hui les fruits avec ce que je vous donnais comme exemple dans les sondages, c'est à mon avis en raison de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la mainmise aussi des logiques capitalistes sur la connaissance et la production scientifique. Si bien qu'il y a une défiance. On sait que des lobbies interviennent et que, par exemple, sur le tabac ou sur d'autres enjeux qui ont trait à la santé, eh bien, la science peut se mettre au service
des besoins des grandes entreprises, des multinationales, davantage qu'au service de l'intérêt citoyen, de l'intérêt public. Et dans le même temps, la recherche, elle, comme bien commun public, elle est totalement déminée par l'austérité, qui est quand même un corollaire du monde néolibéral contemporain. Et donc, on l'a vu par exemple avec le Covid-19, il y avait des recherches qui existaient sur des grippes, le SRAS, qui avançaient, et elles ont été stoppées en termes de moyens donnés par l'État en France, parce qu'on estimait que c'était plus d'actualité, qu'il fallait passer à autre chose et que le danger n'était plus là, raison d'ailleurs pour laquelle on a aussi mis à mal, détruit les stocks de masques. C'est exactement la même logique. Pas d'anticipation. Mais l'austérité, elle s'abat dans plein de secteurs sur des recherches jugées inutiles, parce que de plus en plus, la recherche doit être mise au service de la compétitivité et des besoins d'une économie qui est une économie néolibérale, et non pas aux besoins des citoyennes et des citoyens, de leur santé, du progrès humain. Et c'est là où le bas blesse. Le bas blesse également en raison de cette époque où, quelque part, il y a beaucoup de rapidité dans la réflexion avec les réseaux sociaux, etc. Il y a une espèce d'instinct sans arrêt qui est mis en avant. Chacun peut évidemment donner sa parole sur les réseaux sociaux, comme si un pouvait compter, toute parole était équivalente d'une certaine manière, et tout doit se faire de façon extrêmement rapide. Or, la vérité scientifique, ou en tout cas les sciences, même les sciences sociales, elles ne se fabriquent pas dans un temps qui est un temps très court. Il y a besoin d'études, de confrontation. C'est aussi le lieu de la complexité. Et là, on se confronte entre le rythme effréné de notre époque, notamment lié aux réseaux sociaux, et de l'autre côté, ce temps long qui est le temps de la recherche, de la confrontation et de la rationalité. Donc c'est vraiment un problème auquel on est confronté. Et puis, je crois que la défiance à l'égard des discours scientifique vient aussi de la défiance à l'égard des institutions. En fait, ça fonctionne ensemble, puisque ça apparaît aussi comme un discours, potentiellement discours d'État, discours officiel, discours des élites, qui sont aujourd'hui décrédibilisés, et ce qui, du coup, crée un problème en chaîne, parce que c'est les théories du complot qui peuvent avoir toute leur place, ou alors des formes qui sont des formes injustes, fausses, de rapport au réel, et qui nous posent problème pour la démocratie. Prenons aussi l'exemple des vaccins, ou plus exactement des anti-vaccins, puisqu'on voit que c'est un mouvement qui prend de façon très forte aujourd'hui. Or, on sait que le fait qu'un certain nombre de personnes ne se fassent pas vacciner contre des maladies qui avaient disparu en France fait que ces maladies reviennent. Je pense en particulier à la rougeole. Et donc, l'intérêt de se vacciner, c'est d'éradiquer des maladies dangereuses. Et sur le coronavirus, c'est évident que si on a un vaccin, c'est une manière de se protéger contre la propagation du virus. Or, un certain nombre de Français disent qu'ils ne veulent pas, si on trouve un vaccin, se soumettre à ce vaccin, ce qui est extrêmement problématique, parce que si on est tout seul à ne pas être vacciné dans un océan de gens vaccinés, c'est pas grave. Mais si le phénomène devient de masse, alors là, évidemment, on prend le risque de voir se propager à nouveau des maladies anciennes, ou de ne pas disparaître pour ce qui est du coronavirus. Donc on peut s'interroger pourquoi ce mouvement prend de l'ampleur, hein, pourquoi les anti-vaccins sont de plus en plus nombreux, et c'est évident que ça rejoint ce que je crois profondément, c'est-à-dire une défiance d'une partie de nos concitoyens à l'égard des institutions, des données scientifiques, et la peur quelque part que les progrès de la science nous inoculent des choses qui en fait sont dangereuses, et dont on apprendra plus tard qu'elles sont dangereuses. Donc ce lien de confiance est aujourd'hui mis à mal, et je crois que c'est extrêmement dangereux, et qu'il faut trouver des mécanismes pour renouer ce lien de confiance, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois une science indépendante des lobbies financiers, au service des citoyennes et des citoyens, et une interaction beaucoup plus forte, c'est-à-dire du débat, de la démocratie dans ce qui provient de cet univers scientifique. Moi, je crois vraiment que notre famille politique a à s'approprier cette nécessité de sacraliser d'une certaine manière la parole scientifique quand elle établit des vérités, et à affirmer le besoin d'un débat démocratique
autour de tout ce qui relève de la production scientifique, qui ne doit pas être au service, encore une fois, du monde de la finance et du capital, mais bien au service des citoyennes et des citoyens. Et donc une implication forte de la puissance publique pour accélérer cette production, la rendre pas efficace à court terme, mais efficace à moyen long terme, sur des sujets qui intéressent la vie quotidienne des concitoyennes et des concitoyens. Et que dans tout ça, je crois que quelque chose est en train de tourner mal. Et on le voit assez franchement, par exemple, dans cette revue, Front Populaire, qui est la nouvelle revue de Michel Onfray, qui est basculée du rouge vers le brun, et qui, avec ses amis, consacre en fait un numéro entier sur l'état profond. Alors, ça a été douloureux pour moi de l'acheter, en plus c'est assez cher, mais de temps en temps, c'est bien quand on critique ses adversaires politiques aussi de les lire et d'essayer de comprendre quelle est leur pensée. Or, précisément, ils s'en prennent à la notion de progrès, et ils s'en prennent aussi d'une certaine manière à la vérité et aux faits qu'on peut établir, et donc à une forme de rationalité. Nous pensons que le futur de la France se trouve dans son passé, que le progrès n'est pas dans le prétendu progressisme. Formidable, ça c'est dans l'édito de Michel Onfray, tout un programme je trouve, c'est-à-dire qu'en fait c'est la dimension réactionnaire assumée, et donc l'idée même de progrès humain contestée. Mais tout cela est étayé par des éléments qui ont à voir, par exemple, avec les faits. Je le disais, il y a un article qui est consacré aux fake news, sur les vraies informations, et où on a l'impression, en lisant l'article, qu'au fond, il n'y a plus de faits. C'est-à-dire que le journaliste, qui évidemment peut être contesté, doit être contesté. Quand on parle d'un endroit, évidemment qu'on parle d'un endroit qui est situé, on le sait bien, et qu'il n'y a pas d'objectivité en tant que telle. Mais il peut arriver quand même qu'il y ait des faits. Et d'ailleurs, cette extrême droite ferait bien de les regarder, parce que si on prend l'enjeu qui est mis sur le devant de la scène aujourd'hui, qui est celui de la sécurité, on voit bien que si on avait un peu plus de rationalité, on se rendrait compte que les violences faites aux personnes, les vols, etc., n'ont pas explosé depuis les années 80, pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passe, contrairement à l'impression qu'on peut avoir quand on allume sa télé ou quand on entend la majorité des responsables politiques qui nous donnent une impression d'inflation incroyable, d'incivilité, de vol, etc. Ça n'est pas le cas. Et donc, c'est intéressant aussi de temps en temps d'observer ce qui est objectivable, et ça, en l'occurrence, c'est objectivable. Or, là, il y a une contestation des faits et un appel quelque part à toujours mettre en cause. Alors moi, l'esprit critique, évidemment, je suis pour l'esprit critique, et il le faut impérativement, mais il le faut adosser aussi à une forme de conception de la raison, et aussi à du débat démocratique absolument nécessaire, qui aujourd'hui est malmené. Nous avons aussi un article sur les complotistes là-dedans, qui est de Pierre-André Taguieff, assez bien argumenté, enfin assez habile, je dirais. Mais à la fin, quand on termine l'article, on se dit que d'une certaine manière, il y a une critique des complots qui seraient des complots liés à des gens qui ont des troubles mentaux, qui sont affectés de paranoïa très, très forte. Mais si les explications complotistes représentent une forme de connaissance stigmatisée, c'est parce qu'elles sont jugées fausses, mensongères, irrationnelles et toxiques. Pourtant, nombre d'entre elles sont populaires, et en fait, nous dit Taguieff, nombre d'entre elles sont justes. Donc, au bout du bout, on a l'impression qu'il y a une forme d'intérêt, voire de réhabilitation de ce que peut être la logique du complot, que je ne définirai pas comme Pierre-André Taguieff ici, puisqu'il cite Edward Snowden, qui aurait mis à nu un complot. Je ne sais pas si on peut utiliser tout à fait ce terme-là, mais en tout cas, ce qu'Edward Snowden a mis en place, a révélé, c'est effectivement quelque chose qui a à voir avec une volonté politique d'écoute cachée au grand nombre. Ça, c'est absolument clair. Est-ce qu'on peut pour autant parler de complot? C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, tout ça pour dire que je vois une extrême droite, et ça se voit dans les enquêtes d'opinion, qui quelque part fait son miel de ce brouillage qui existe aujourd'hui à l'égard de données objectivables de la science. Et sur le climat, c'est tout à fait avéré, puisque ces populistes de droite et d'extrême droite sont en général complètement climato-sceptiques. Et la boucle est bouclée d'une certaine manière. Et donc, je pense que reprendre la main aujourd'hui,
en termes d'hégémonie culturelle, de débat public et donc politiquement, c'est aussi essayer de bien faire reconnecter la notion de progrès qui n'est pas synonyme d'innovation au sens de consumérisme et de capitalisme, mais de mieux-être et de liberté pour les individus et pour le cadre collectif, et de démocratie, c'est-à-dire de discussion des données scientifiques qui elles-mêmes doivent être assurées dans leur autonomie et leur objectivité maximum, et débattu, mais débattu sans que tout puisse être remis en cause dans des faits qui sont des faits enfin, dans des faits qui sont prouvés par l'expérience scientifique. Et d'ailleurs, les responsables politiques devraient en prendre de la graine, puisque, comme le dit Étienne Klein dans Le goût du vrai, il parle aussi de ces politiques qui commencent en disant « je ne suis pas médecin, mais », c'est-à-dire qu'on avait tous, d'une certaine manière, le sentiment que les politiques savaient mieux parfois que les médecins. Alors c'est vrai que ce qui n'est pas facile, c'est que les médecins eux-mêmes, au moment du Covid, avaient parfois des points de vue contradictoires, parce que le temps était très bref, que les choses n'avaient pas été correctement anticipées et que ce qu'on appelle la communauté scientifique continuait de débattre sur la base de l'expérimentation. C'est bien normal, mais en même temps, il faut bien que chacun soit à sa place pour que le débat puisse avoir lieu, que la démocratie puisse vivre et qu'on ne repose pas sur des fantasmes ou de l'intuition au regard de données qui sont des données de l'ordre du vrai. Voilà, et je terminerai cet inspiré-expiré par une petite chanson à laquelle j'ai pensé en la préparant. Écoutez. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril?